Le podcast du Bulletin Joli Travail, 3e numéro. Cette omnipotence, elle est accentuée par la fragilité des conventions collectives qui sont conclues discipline par discipline. La charte du football professionnel, qui est cet hybride merveilleux, dont la Cour de cassation nous dit « je ne sais pas ce que c'est, mais la valeur de convention collective ». Les effets qui diffèrent selon les conventions collectives, cela pose question. On a cette culture de la stipulation dans le contrat de travail du joueur professionnel. Pour aborder ce 3e podcast, il me faut commencer par un aveu. Dans le titre du dernier dossier du Bulletin Joli Travail, coordonné par Xavier Omran, il figure le sport. Activité, secteur d'activité, hobby, passion pour laquelle votre serviteur ne se sent aucune légitimité. Et l'auditeur ne doit pas s'attendre à assister à une séquence radiophonique sportive dans laquelle il serait question de tacle, de balestra, de coup du foulard, de parade ou d'aile de pigeon. Non, rien de tout ça. Il y a le sport, mais il y a aussi dans le titre le contrat de travail, et là votre serviteur n'est peut-être plus tout à fait hors jeu. Bien à l'esprit, non plus l'image du juriste seul au milieu du terrain, mais plutôt celle du visiteur d'un cabinet de curiosité qui découvre une longue série d'étrangetés et de mystères. Le mystère des sources avec cette combinaison de chartes, de règlements, de conventions collectives, toutes ces merveilles élaborées par des acteurs qui s'identifient assez mal avec les interlocuteurs traditionnels du dialogue social. Il y a aussi le contrat de travail du sportif. On dit parfois que le contrat de travail est un contrat très spécial. Pas la peine de dire que le contrat à durée déterminée du sportif ne supporterait pas le nombre de superlatifs tellement ce contrat comporte de spécificités. Alors naturellement, toutes ces merveilles nourrissent la réflexion juridique et suscitent une multitude de questions, notamment pourquoi supporter un droit autant dérogatoire ? Comment concevoir un droit spécial homogène pour aborder des statuts aussi différents, car il faut bien l'admettre, entre le footballeur professionnel et l'entraîneur du club de quartier, il y a des océans et pourtant l'un et l'autre sont salariés, soumis à une autorité et créanciers d'un salaire. C'est une évidence, une balade dans le droit social du sport, c'est la découverte d'un droit ultra dérogatoire que révèlent les contributions du dossier du Bulletin Joli Travail de juin. Nul ne doute que dans le domaine du droit social, il existe une exception sportive, et vous allez le découvrir, c'est cette exception qui souffle sur les échanges auxquels nous vous proposons d'assister. Bien, alors donc merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'est le 3e podcast et qui est consacré au droit du travail du sport. Alors, une rapide présentation des auteurs et de ceux qui ont accepté de participer au podcast, c'est-à-dire la totalité des auteurs d'ailleurs du dossier. En commençant par Xavier Omran, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lyon 3. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur la protection sociale du sportif salarié, thèse qui a été publiée d'ailleurs aux éditions L'Extinso, et vous êtes l'arbitre de ce dossier, on va dire. Alors je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, quelle métaphore on pourrait utiliser pour l'organisation de ce dossier, puisque c'est vous qui avez pris la direction de ce dossier. Vous avez accepté d'organiser ce dossier, et un grand merci d'avoir accepté donc de tout orchestrer. Voilà, je suis désolé, je prends la métaphore musicale parce que le sport ça va pas trop, la musique ça va un peu mieux, mais je vous laisse trouver toutes les belles métaphores possibles. Grégory Singer, vous êtes docteur en droit. Alors, vous avez consacré une thèse qui est plus sur le volet contrat de travail, droit du travail, puisque vous avez fait votre thèse sur le contrat de travail du sportif et que vous l'avez mise, cette question, en relation avec les sources du droit du travail. Vous êtes également co-responsable du Master Management du sport à l'Université Toulouse 1. Et vous avez accepté donc de participer au dossier pour évoquer la question du contrôle par les institutions sportives du contrat de travail du sportif, et vous interviendrez sur cette question tout à l'heure. David Jacotot, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire l'Université de Dijon.
Vous avez beaucoup développé vos recherches sur différents thèmes d'ailleurs, qui sont assez variés, puisque vous travaillez beaucoup sur le droit du travail, sur les procédures collectives également, et puis vous avez développé une expertise aussi sur le droit du sport et peut-être plus particulièrement le droit du travail du sport. Donc évidemment, vous aviez vocation à participer à ce dossier. Et vous avez rédigé un article qui porte sur les obligations topiques du sportif salarié et je crois qu'avec beaucoup de mystère, vous allez nous expliquer pourquoi nous nous sommes tous trompés jusqu'à présent sur l'obligation principale et vous avez trouvé quelle était l'obligation principale et vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Et puis enfin, Jean-Philippe Trécois, vous êtes maître de conférences à l'Université de Lille. Alors, dans le prolongement de votre thèse qui portait sur la médiation, vous avez conservé ce champ de recherche et vous écrivez beaucoup sur ces questions de médiation et peut-être plus généralement de procédure. Euh, alors, je ne sais pas si c'est à côté ou en complément, parce qu'en réalité, je crois que tout ça est très complémentaire, mais vous avez décidé également de développer un axe de recherche vers le droit social, le droit du travail, ce que vous avez d'ailleurs pratiqué dès le départ, au moins dans le cadre de vos enseignements. Et puis là aussi, vous avez beaucoup développé un champ d'expertise qui est celui du contrat de travail, du droit du travail, pardon, du sport. Et vous parlerez également du contrat de travail, mais lui, dans son volet contrat de travail à durée déterminée, en nous expliquant, je crois, quelles sont les différentes obligations que l'on peut rencontrer dans ce type de contrat. Voilà pour cette présentation. Alors, je vais suivre l'ordre du dossier et je vais vous donner la parole immédiatement, Xavier Aumeran. Je crois, Xavier, que vous souhaitiez évoquer, alors ce qui pour moi, je dirais, est une bizarrerie, mais je dirais que si on devait trouver une sorte de titre général, je pense qu'il faudrait parler d'exception sportive, c'est-à-dire que le travailliste, le spécialiste de droit du travail, regarde ça avec beaucoup de mystère quand même, le droit du travail du sport, et notamment parmi ces mystères, il y a une question qui est la place des fédérations sportives et des ligues professionnelles au sein des relations sociales, et je crois que vous souhaitiez développer ce point-là, et je vous donne la parole immédiatement, Xavier Aumeran. Merci Arnaud. Oui, il s'agit là d'une réelle singularité de la relation de travail qui unit le sportif salarié à son club. Cette question de la place des fédérations et des ligues professionnelles au sein des relations sociales et notamment au regard de la négociation collective. Parce que finalement, au rang des sources du droit du travail, outre les sources traditionnelles que chacun connaît, la négociation collective par exemple, eh bien la matière sportive va donner à voir d'autres acteurs des relations sociales qui eux aussi vont façonner les règles applicables au contrat de travail. Des fédérations sportives, le cas échéant international, des ligues professionnelles, à l'origine de règles de droit social. C'est, à mon sens, tout à fait original et intéressant. On a des règlements fédéraux qui fixent les règles de rémunération des sportifs, la durée des contrats, les temps de repos, les régimes de prévoyance, qui imposent l'application de conventions collectives ou qui encore vont interdire certaines clauses dans les contrats de travail des sportifs. Et parfois ces règlements interviennent par petites touches, parfois ils vont faire office d'authentiques conventions collectives sans bien évidemment répondre à leur régime juridique. Alors, ça pose la question de la place des institutions sportives au sein du droit social et notamment dans l'encadrement de la relation contractuelle de travail. Et la tendance, je crois qu'il faut bien le dire, est à l'omnipotence, délibérée ou non d'ailleurs, et depuis récemment, même avec le soutien du législateur. Et cette omnipotence, elle est confortable. L'édiction unilatérale d'un règlement fédéral est bien plus aisée finalement que l'élaboration d'un compromis entre partenaires sociaux. Et elle est également le fruit d'autres équilibres, d'un autre jeu de pouvoir au sein du mouvement sportif. Et puis, cette omnipotence
elle est accentuée par la fragilité des conventions collectives qui sont conclues discipline par discipline, applicables aux sportifs professionnels, voire aux entraîneurs, des conventions collectives de métier auxquelles le législateur refuse de conférer un régime similaire à ce qu'il a prévu pour les journalistes professionnels ou le personnel navigant. Et l'omnipotence des règlements surfe sur ces éléments afin de s'immiscer dans le champ des relations de travail, alors même que bien souvent le règlement fédéral en cause ne présente qu'un lien distendu avec l'objet initial d'organiser les compétitions. Et je pense en réalité qu'il faudrait redessiner cette articulation entre la convention collective et le règlement fédéral, et donc en creux entre les attributions des partenaires sociaux et celles des fédérations et ligues professionnelles. Alors, il y a plusieurs pistes qui peuvent être explorées afin d'assurer une telle complémentarité des sources et non plus une concurrence entre ces sources. Et je vous laisserai consulter du coup le dossier du bulletin Joli Travail sur cette question. Mais simplement, deux petites illustrations. On songe au rôle de soutien et d'expertise des institutions sportives auprès des négociateurs qui amènent les fédérations à faire office de catalyseur de la négociation collective davantage que de créateurs de normes de droit social. Et puis, autre illustration, dans le sens toujours d'une meilleure articulation possible, il faudrait que le législateur fasse œuvre de davantage de rigueur dans la définition des compétences qu'il attribue lorsqu'il intervient dans le champ des relations de travail dans le secteur sportif entre les fédérations et les partenaires sociaux. Finalement, en somme, des fédérations et des ligues professionnelles qui accompagneraient les relations sociales, et elles le font déjà très largement actuellement, mais qui ne se substituent pas aux partenaires sociaux. Alors voilà, rapidement brossé ce qui pourrait être un renouvellement de l'articulation des sources qui façonnent la relation de travail unissant le sportif salarié à son club. Merci Xavier. Alors, je lance le débat encore une fois, et d'ailleurs je le lance à partir de votre intervention, mais je crois que ce serait valable pour toutes les interventions. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi autant de particularités dans ce secteur d'activité, et surtout pourquoi les admettre là et finalement ne pas les admettre dans d'autres domaines, parce que évidemment là vous parlez du dialogue social, vous évoquez la question du rôle des partenaires sociaux, du rôle également des fédérations. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi on est aussi complaisant à l'égard du secteur sportif. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là, il y en a peut-être un tout petit peu. Alors, en réalité, finalement, je pense que la question, elle n'est pas tant de savoir pourquoi les admettre, mais en réalité de constater qu'elles sont là. Et que, en fait, il y a une sorte de prime à l'action, c'est-à-dire que les fédérations et les ligues professionnelles créent, éditent des normes de droit social. Et elles ne demandent pas la permission pour le faire. Elles le font. Et ensuite, il y a deux issues possibles. Soit dans le cadre d'un contentieux qui pour l'instant n'est pas survenu, il y a une demande qui est faite de voir ces normes annulées, par exemple, au titre de l'excès de pouvoir devant le juge administratif, ou de les censurer au titre de la violation de l'ordre public devant le juge judiciaire, ou alors il y a l'autre voie qui est celle privilégiée jusqu'à présent par le législateur, qui est de raccrocher le droit étatique après, en venant finalement les valider a posteriori. Mais il y a clairement une prime à l'action. C'est le droit spontané, quoi. Exactement. David, vous vouliez intervenir peut-être? Pour bien comprendre le système sportif, il faut partir aussi de cette forme de fiction juridique qu'est l'habilitation à créer de la norme que le législateur a octroyée aux fédérations principalement délégataires. Et donc ces fédérations se sont vues accorder un pouvoir qu'elles ont toujours eu de fait, mais elles sont vues de droit accorder ce pouvoir d'édicter des règles.
Et dans l'édiction des règles, le code du sport n'apporte quasiment aucune limite, puisque c'est l'organisation des compétitions, et dès lors qu'on a des compétitions avec des sportifs salariés, mais il est apparu naturel aux fédérations et parfois aux ligues professionnelles d'aller jusqu'à traiter la relation de travail. Donc on a, je pense, historiquement ce pouvoir de fait qu'on a appelé la puissance sportive, et cette puissance de fait qui s'est entourée d'une puissance de droit par le jeu de l'habilitation confiée par le législateur à édicter des normes. Et ce faisant, s'est posé et se pose la question de la limite des bornes attribuées à cela. Ben oui. Surtout que le mouvement syndical est beaucoup plus récent, historiquement, que le mouvement créateur de normes par les fédérations. L'un des premiers syndicats, c'est l'UNFP, du moins c'est même celui du cyclisme, et le deuxième, c'est l'UNFP, l'Union des footballeurs professionnels, qui est né en 73. Et là, on a commencé à avoir une friction un petit peu entre ces deux mondes, le pouvoir créateur de normes par une fédération, et puis une puissance syndicale qui commençait à s'installer. Et c'est là qu'est née la charte du football professionnel, qui est cet hybride merveilleux, dont la Cour de cassation nous dit, je ne sais pas ce que c'est, Ah oui. mais la valeur de convention collective. Mais je suis un peu comme la Cour de cassation, je ne sais pas trop ce que c'est en réalité. Pour en avoir échangé à de nombreuses reprises avec Xavier, et Xavier, tu pourras peut-être rebondir sur ce point, c'est qu'on a tendance, et c'est notre réflexe de juriste positiviste, à faire rentrer un objet dans une catégorie préexistante. Donc la catégorie préexistante, l'objet qu'on étudie, on va tenter par une opération de qualification juridique de la faire entrer dans la classification. Or, la charte, à mon sens, c'est pas une catégorie juridique, c'est un support. C'est un ensemble de textes. Il regroupe différents textes de différentes natures. Et donc de différentes catégories en fait. Exactement. Et à l'intérieur de cette charte, support, on va appeler ça un code. Hmm. À Oui, l'intérieur, en revanche, il y a des dispositions qui, elles, peuvent entrer dans nos catégories juridiques. Et parmi celles-ci, il y a effectivement des stipulations ou dispositions, tout dépend le terme que l'on va employer, qui s'apparentent très fortement aux conventions collectives, à ce que l'on trouve habituellement dans les conventions et accords collectifs. Grégory, vous souhaitiez aussi intervenir, je crois. Oui, mais toutes ces questions sur la spécificité, la prise en compte de la spécificité, on les a retrouvées encore récemment, enfin il y a quelques années, dans la mise en place de ce CDD spécifique, qui est CDD spécifique pour les sportifs, et qui n'est la mise en place que d'un système qui existe depuis des années, qui était utilisé à partir du CDD d'usage. Donc, on utilisait le CDD d'usage, c'était le principe, c'était le seul qu'on utilisait dans le sport. Sauf qu'au bout d'un moment, l'évolution de la position de la Cour de cassation est venue un peu remettre en cause l'utilisation par le secteur du sport professionnel des CDD d'usage. Et donc, le législateur a mis en place un CDD spécifique pour les sportifs. Alors, pour les sportifs, avec légitimé, dans mon souvenir, par deux raisons, qui est pour une question de sécurité des acteurs et des sportifs, et pour une question de s'insérer, enfin, d'organisation des compétitions sportives, s'il me semble pas. À se rappeler quand même aussi que ce CDD maintenant était aussi celui qui est utilisé pour les compétitions d'e-sport. C'est exactement le même CDD, mais sans les raisons. Donc, on a encore le même CDD pour les compétitions e-sport, mais sans les raisons qui sont la sécurité des acteurs et des compétitions. Oui, mais vous voyez, c'est là où soit on dit que c'est de la sécurisation, soit on dit que c'est de la complaisance. En fait. mais dans le cas, c'est un joli terme juridique, et dans l'autre, c'est un jugement de valeur. David, peut-être une dernière remarque avant qu'on poursuive. Parce que je pense qu'il est aussi important d'évoquer ce que Xavier a présenté tout à l'heure, qui est ce compte à rebours entre ce qu'on pourrait appeler le fait et la loi. Et Xavier a très bien soulevé que ce dont on s'aperçoit en réalité, c'est que la fédération ou les fédérations font vivre quelque chose, un objet, et le législateur vient en réalité non pas l'interdire, mais vient l'intégrer dans la loi, pour en réalité légaliser en quelque sorte ce qui pouvait relever du champ du fait préalablement. Et l'exemple que donnait Xavier est tout à fait juste sur, par exemple, le salary cap. Les salaires minimums
que l'on connaît en droit du travail, là on a des possibilités de salaire maximum. Et la loi permet de le faire maintenant, ce que faisaient déjà les fédérations antérieurement. Et ce salarié cap qui relève quand même de la relation de travail, c'est les fédérations qui se sont vues confier le pouvoir de l'édicter, et non pas les conventions accords collectifs. Alors que dans le rugby, nous savons tous qu'il y a des accords collectifs de Fédéral 1 en amateur, par exemple, et du rugby professionnel. Et je trouve que ça, c'est un point qui, sur les sources du droit, est extraordinairement fécond entre la pratique ou le fait que le droit, par la loi, va ensuite absorber. Et l'illustration de Grégory sur le CDD spécifique, c'est aussi ça. C'est que dans le monde du sport international, soit il n'y a pas de contrat de travail, soit c'est du CDD. Ouais. Oui, non, mais... Le droit absorbe le fait. Alors, on passe justement à la question du contrat de travail du sportif et je vais vous donner la parole immédiatement, Grégory Singer. Alors, là aussi, encore une bizarrerie, une exception à propos du contrôle par les institutions sportives du contrat de travail du sportif et plus particulièrement s'agissant de l'homologation du contrat de travail du sportif. Et je vous donne la parole, Grégory Singer. Je vous remercie. C'est intéressant d'intervenir maintenant, là, juste après nos débats, parce qu'on est sur l'illustration de ce que l'on vient d'aborder. Une pratique mise en place depuis de nombreuses années par les ligues professionnelles, les fédérations et les ligues professionnelles, et qui vient d'être un peu intégrée dans le code du sport, intégrée dans la loi depuis 2015, qui est l'homologation. Donc l'homologation, c'est une sorte de validation a priori du contrat de travail par l'autorité sportive. Et ça illustre cette homologation, la relation tripartite qui peut exister dans le sport, c'est-à-dire qu'on a un employeur classique, le club, un salarié, le sportif, et on a la fédération, la ligue, ce tiers qui vient de temps en temps intervenir dans le contrat de travail. Et il intervient en amont du contrat de travail par le mécanisme de l'homologation. Alors, cette homologation, elle existe depuis de nombreuses années, elle est prévue depuis de nombreuses années par les conventions collectives. Elle a été autorisée par la Cour de cassation qui l'accepte depuis 1993, en tout cas qui lui accorde certains effets. Et depuis la loi du 27 novembre 2015, elle est intégrée dans le Code du sport. Alors, elle est intégrée, la loi donc prévoit l'existence et le principe de l'homologation, mais par contre, son régime et les effets sur le contrat de travail sont transférés soit à la Ligue, soit aux conventions collectives sectorielles. Et c'est ce que dit bien la loi. La loi, elle dit le règlement de la Ligue peut prévoir une procédure d'homologation, il en détermine les modalités et les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. Et par contre, les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. Donc, on voit bien, voilà. Et cette mise en place, elle légitime quelque chose qui a été mis en place depuis de nombreuses années. Donc, les effets sont donc, sur le contrat de travail sont donc transférés à une convention collective nationale. Donc, déjà, une petite réserve. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément la convention collective nationale qui est la convention collective nationale du sport qui va prévoir les effets de l'homologation sur le contrat de travail, mais en fait, la convention collective nationale elle-même transfère son pouvoir sur les conventions collectives sectorielles, c'est-à-dire les conventions collectives au sein de chaque discipline. Et c'est là qu'on voit que ça pose quelques questions, parce qu'en fait, chaque convention collective sectorielle va prévoir ses propres effets sur le contrat de travail. Certaines conventions collectives, telles que le football ou le rugby, elles prévoient que si on n'a pas d'homologation, si le contrat fait l'objet d'un refus d'homologation, il est de nul ou des nuls effets, comme dit le football, il est dépourvu d'existence, dit le rugby, alors que d'autres conventions collectives, le handball ou le basketball, dit non, ça ne remet pas en cause le lien contractuel, le contrat continue à exister et à être exécuté. Alors ça pose des questions, parce que on se dit bien, pourquoi pas cette homologation? Pourquoi pas ce mécanisme qui peut se légitimer, parce que
on est dans le secteur du sport professionnel, mais qui n'est pas professionnel depuis de nombreuses années. On avait des pratiques peut-être des fois un peu amateurs de conclusion du contrat de travail. C'était bien qu'il y ait un tiers, une commission juridique, parce que généralement dans les ligues, c'est les commissions juridiques qui examinent un peu ces contrats de travail et qui peuvent dire ce contrat de travail me semble tout à fait exécutable et me semble s'inscrire dans le respect du droit du travail et vérifier ça. Mais pour autant, les effets qui diffèrent selon les conventions collectives, cela pose question. Pourquoi la loi ne prévoit pas, est-ce que moi je trouve ça assez normal, pourquoi ce n'est pas le code du sport qui prévoit directement en disant le contrat de travail qui fait l'objet d'un refus d'homologation continue à être exécuté, mais prive le sportif de participation à des compétitions ou alors tout simplement il pourrait dire non, ça prive d'effet le contrat de travail, mais en tout cas ce serait la loi qui l'a déterminé et qui ne confierait pas cette prérogative à des conventions collectives sectorielles qui prévoient des effets différents en fonction du sport, mais sans véritablement apporter de raison. En fait, il n'y a pas de raison dans les conventions collectives sectorielles qui dit nous, dans le football, on prévoit que c'est du nul et du nul effet parce qu'on estime ça. Non, c'est prévu comme ça. Et d'autres sports prévoient que le contrat continue à être exécuté. Donc, est-ce que ce serait peut-être une opportunité que pourrait saisir le législateur de prévoir une harmonisation de ces effets-là. Et Grégory, pardon pour les questions de Candide au milieu du terrain de sport, là. Mais en vous écoutant, moi je découvre plein de choses en vous écoutant encore, là. J'ai deux petites questions. D'abord, finalement, qui homologue? Parce que la question d'homologuer ou de ne pas homologuer, évidemment, si je veux faire un parallèle avec le droit du travail plus classique, j'ai presque l'impression parfois que c'est soit une sorte d'autorisation préalable à l'embauche, soit une forme de jugement en fait pour dire si tel ou tel sportif est en droit de continuer son activité. Et puis je vous pose une autre question aussi, enfin que je pose aussi à tout le monde, hein, c'est pourquoi il y a autant d'effets qu'il y a de sport? Voilà. Pourtant, pourquoi il y a autant de régimes juridiques? Parce que finalement, entre l'handballeur, le footballeur ou celui qui fait de l'escrime, est-ce qu'il y a des raisons d'avoir des effets aussi différents? Alors, je vais déjà répondre à la deuxième question. Je ne vois pas pourquoi il y a différents effets. Autant, je comprends que la procédure d'homologation puisse être organisée par les règlements et les ligues parce que chaque sport répond à certaines règles. Dans le football, on exige certains documents. Dans le rugby, on peut exiger d'autres documents. Et qu'on vérifie que les clubs, lorsqu'ils recrutent un joueur, ont à disposition ces documents-là, je le comprends bien. Après que les effets sur le contrat de travail en cas de refus d'homologation soient différents sur les conventions collectives, ça, je ne vois pas la raison. Et en tout cas, elle ne transparaît pas dans les conventions collectives. Peut-être que David Jacotot, Xavier Omran ou Jean-Philippe Tricois pourraient m'éclairer là-dessus, mais moi, je ne vois pas de raison. Et après, sur votre première question, en fait, c'est intéressant de se demander, mais qu'est-ce qu'ils homologuent? Et en fait, on se rend compte que les commissions juridiques, donc généralement, c'est les commissions juridiques qui sont mises en place au sein de certaines ligues, qui sont composées de spécialistes de ces questions. Et donc, il y a des représentants des syndicats des sportifs, il y a des experts de ces questions qui peuvent être des avocats, des universitaires qui peuvent composer ces commissions juridiques. Elle vérifie en gros que le contrat est en conformité avec le droit du travail. Alors, plutôt que de dire en conformité avec le droit du travail, on va dire plutôt en conformité avec le droit du travail prévu par les conventions collectives. Et c'était intéressant de se voir, notamment on peut se penser là-dessus, sur la convention collective du rugby, par exemple, qui imposait l'exigence d'un contrat de travail à durée déterminée. Et en gros, un contrat de travail à durée indéterminée ne pouvait pas être homologué. Alors pourtant, il est tout à fait conforme avec le droit du travail, mais pas avec le droit du travail négocié au sein des conventions collectives. Xavier, oui, vous vouliez intervenir, je crois.
Oui, je trouve que dans le mécanisme de l'homologation, on retrouve dans ce que vient de dire Grégory cette question de concurrence entre en fait les autorités à l'origine des normes en droit social. On évoque la commission juridique, on pourrait s'interroger pourquoi ce contrôle sur les contrats de travail n'est pas opéré par exemple par la commission paritaire. Et là, on retomberait dans le champ du paritarisme, mais ça pose à chaque fois cette question de la place des institutions sportives. Ce que je trouve intéressant dans le mécanisme de l'homologation également, c'est cette idée de sécurisation. Sécurisation et de contrôle. On la connaît en droit du travail commun à travers, par exemple, la rupture conventionnelle, qu'elle soit individuelle ou collective, avec cette idée d'un tiers qui va contrôler les conditions de la rupture pour s'assurer que la rupture est sécurisée. Eh ben, en réalité, c'est la même logique qui est mise en œuvre par les institutions sportives pour contrôler, mais ab initio, au moment de la conclusion du contrat, que les conditions de la future relation contractuelle sont sécurisées. Et là, il y a un enjeu finalement de purger une partie d'un éventuel contentieux futur au début de la relation de travail, et ce contrôle de pur droit social, il est opéré par les institutions. Et c'est là où il me semble que le débat est extrêmement intéressant sur la notion même d'homologation. En fait, la notion même d'homologation, c'est une notion que je qualifierais de sportive. C'est une notion sportive en ce sens qu'elle a pour objet la participation compétition qui relève de la mission même d'une fédération ou d'une ligue. Déterminer les conditions de participation compétition. Là où la question s'est posée, c'est quel était l'objet maintenant de l'homologation. Sur quoi porte en quelque sorte le contrôle? Il devrait ne porter que sur les conditions de participation à une compétition. Il ne faut pas oublier qu'un joueur qui change de club, il est logique qu'un joueur ne soit pas enregistré dans 2 clubs différents, qu'il puisse porter les couleurs de 2 équipes. Donc il est tout à fait logique qu'il y ait des conditions de participation aux compétitions posées par l'organe qui organise les compétitions. Là où en revanche le débat me semble beaucoup plus délicat, c'est sur l'objet de l'homologation, où les commissions juridiques se transforment en agents de police contractuelle, et donc en agents, en réalité, à l'équivalent même d'un conseil de prud'homme. C'est-à-dire qu'ils se substituent à l'analyse strictement travailliste. Et pour avoir observé sur le terrain des décisions de commissions juridiques portant des analyses strictes de droit du travail que l'on peut ne même pas partager. Notamment, Xavier, tu le sais bien aussi, sur tout ce qui est conditions suspensives ou conditions potestatives ou soi-disant potestatives, qualifiées comme telles par les commissions juridiques. Donc ça, c'est, me semble-t-il, un débat important entre la notion d'homologation qui relève du champ d'une fédération ou d'une ligue et l'objet de l'homologation qui peut-être va un petit peu trop loin, selon certains. Et après, sur les faits, l'homologation, c'est le droit de participer ou non aux compétitions in fine. Il est logique que l'effet sur le contrat ne relève pas du pouvoir des fédérations. Au nom de quoi une fédération dirait « En plus de ça, ton contrat de travail est nul. » Ou « En plus de ça, ton contrat de travail est inopposable entre les parties. » Non, il appartient à un autre champ que de traiter l'effet sur le contrat de travail de l'homologation. Et cet autre champ, il a été déserté. Et comme il a été déserté, ce sont les premiers qui s'en sont emparés. Et les premiers, ce sont cette fois-ci les partenaires sociaux. Et pourquoi dans le foot c'est nul et de nul effet? Parce que les partenaires sociaux ont dit il faut homologuer, parce qu'on va regarder ce qu'il y a dedans. Et si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ou si jamais il n'y a pas d'homologation, c'est nul, parce qu'on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'ils ont participé du mouvement d'une police contractuelle. Parce qu'ils étaient aussi membres des commissions juridiques. Maintenant, ils s'en plaignent parce qu'ils sont très minoritaires dans les commissions juridiques. Mais au début, ça participait d'une action qui était de dire on va régler ça en famille, avec l'intervention du mouvement syndical sportif. Et là, le législateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que reproduire ce qui se passait. Je pense qu'il y a une insuffisance de réflexion sur le plan des sources du droit. Qu'est-ce qui se faisait avant? L'homologation, c'est la fédération, les effets, c'est les conventions collectives. Que mettons dans la loi ce qui se passait avant? Donc Philippe, vous Sans vouliez... même se poser la question, est-ce qu'une convention collective peut déterminer l'effet sur un contrat de travail? Là, on pourrait faire en droit du travail toute l'analyse de la constitutionnalisation
de ce qui peut être délégué par la loi à une Bien convention sûr. collective. Bien sûr. Et ça renvoie à notre question de tout à l'heure, à notre question de départ. Jean-Philippe, vous vouliez intervenir, dire quelque chose avec votre micro? Avec le micro allumé, c'est quand même un petit peu mieux, effectivement. Juste vraiment pour aller dans le même sens de ce qui a été dit, oui, bon, l'homologation, c'est très certainement la marque du service public du sport. C'est la marque de l'emprise dans une certaine mesure des fédés et des ligues c'est ce qu'a dit David Giacotto, sur la police contractuelle. Et d'ailleurs, il y a un partage qui est fait là-dessus, et c'est ce qu'indique Grégory. Il y a un partage qui est effectué entre les fédés et les partenaires sociaux pour ce qui concerne, par exemple, je cite de mémoire, les conséquences de l'absence d'homologation sur le contrat de travail. Ça, ce sont les partenaires sociaux qui ont la main mise dessus et qui l'organisent par eux-mêmes. C'est indiqué expressément par le code du sport. Donc, on a effectivement le caractère particulier de la relation sportive de travail tiraillée entre la Fédé et les partenaires sociaux. Ça, c'est juste une première remarque, finalement, qui est une remarque de synthèse. Et la deuxième, c'est plus une remarque bibliographique, parce qu'il y a une thèse qui a été soutenue cette année sur l'homologation. Alors, l'homologation en droit privé de façon générale. Et à l'intérieur, j'ai eu l'occasion de me la procurer, il y a justement des développements comparatifs entre les différents types d'homologation que connaît actuellement le droit du travail. Homologation sportive, j'allais dire, homologation, et c'est ce qu'a relevé Xavier Omorant sur les ruptures conventionnelles, et l'homologation de façon générale par le juge dans le cadre des modes amiables de règlement des différends notamment. Donc effectivement, on a ces... Et Jean-Philippe, est-ce que vous auriez le nom de l'auteur de la thèse pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se procurer? Et si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, on trouvera bien un moyen de communiquer derrière sur ce point. Voilà. Mais c'est effectivement, j'imagine que ça doit être un point extrêmement important, et c'est bien d'avoir un travail de recherche sur une question comme celle-ci. Alors, allons dénicher l'obligation principale du sportif, car manifestement, il ne s'agit absolument pas de participer, de s'entraîner, de participer aux compétitions, mais je crois, David, que vous avez, un angle d'attaque, et vous avez déniché cette obligation principale. Je vous laisse la parole, je vous donne la parole pour nous expliquer tout ça. Alors peut-être déjà tout d'abord présenter la méthode qui a été la mienne pour aboutir à la détermination de l'obligation principale. Et la méthode, très simplement, on peut partir de l'analyse classique. Et très classiquement, quasiment tous les auteurs s'entendent pour dire que l'obligation principale du sportif, c'est de s'entraîner, de participer aux compétitions et aux activités promotionnelles. Et ce faisant, on retrouve cela dans les conventions et accords collectifs. Obligation principale telle que classiquement déterminée. En revanche, lorsqu'on peaufine l'analyse et qu'on va observer plus en profondeur les conventions et accords collectifs, lorsqu'on observe en profondeur également les contrats types proposés par les fédérations ou les ligues, si on va également observer un petit peu plus ce qui se passe sur le terrain, si j'ose dire, qu'est-ce qui nous apparaît? Mais il nous apparaît que l'obligation principale, en réalité, c'est l'entretien du capital athlétique. L'entretien du capital athlétique, c'est-à-dire maintenir ou améliorer son capital athlétique. Ce faisant, l'entraînement n'est qu'un moyen pour satisfaire cette obligation. Et la performance n'est que la finalité de l'obligation d'entretien. Et c'est pour ça que la Cour de cassation, à mon sens, dans son arrêt de 2019, a bien considéré que même pendant la suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail, le sportif est tenu de maintenir son potentiel physique, en l'occurrence par des soins qui lui étaient prodigués par un médecin de club. Et donc, ce qui fait qu'en réalité, la matrice même de ce contrat de travail-là pour l'obligation du sportif, c'est, à mon sens, l'entretien de son capital athlétique. Et à mon sens, c'est une obligation de résultat. Là où l'analyse devrait être encore améliorée,
c'est aller s'interroger sur les limites de cette obligation. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une très forte corporalité du travail. Cette obligation d'entretien du capital athlétique, elle est liée à la corporalité du travail. Et là, peut-être qu'il y aurait une réflexion à avoir en lien avec la classique obligation de sécurité résultat de l'employeur. Et de la même manière, il faudrait que cette obligation soit mise en corrélation avec l'obligation de l'employeur. L'obligation de l'employeur, ça n'est pas fournir du travail, c'est sommaire. Il faudrait beaucoup plus préciser cette obligation à l'aune de l'obligation qui, à mon sens, a été dégagée précédemment. Et alors, du coup, Xavier, je vous donne la parole immédiatement, mais puisqu'on y voit une obligation qui, on est bien d'accord, qui pèse sur le sportif lui-même, hein, d'entretenir, vous dites le capital athlétique, du coup, vous en faites ressortir tout un régime disciplinaire de sanctions à l'égard de celui qui refuserait, qui le ferait mal, même une insuffisance professionnelle. Non, pas jusqu'à l'insuffisance professionnelle, effectivement, puisque là, on se heurte quand même, il faudrait pouvoir la qualifier de faute grave. Est-ce que celui qui ne maintient pas son capital athlétique serait l'auteur d'une faute? Je le pense. Est-ce qu'elle serait suffisante pour être qualifiée de grave? Là, peut-être qu'il faudrait nuancer et observer sur le plan plus pratique ce qui se passe exactement. D'accord. Et en cas de suspension du contrat de travail, hein, je suis désolé, je me raccroche au thème très traditionnel du droit du travail, mais puisqu'on dit souvent que la suspension du contrat de travail, c'est la suspension, d'ailleurs c'est dit maladroitement, c'est pas la suspension du contrat, mais des obligations principales. Et est-ce que en cas de suspension, on verrait suspendu également cette obligation d'entretenir le capital athlétique? En fait, on peut répondre à cette question à travers l'actualité et ce qui se passe avec l'épisode du Covid. Que font la plupart des sportifs professionnels? Ils ont un entraînement à domicile. C'est-à-dire que bien évidemment, alors ce ne sont pas les mêmes types d'entraînement, hein, donc on ne va pas travailler sur peut-être la capacité cardiovasculaire, etc. Mais il y a nécessairement de l'entretien qui est mené. Donc même pendant la suspension, du moins pendant la suspension soi-disant de l'obligation, mais c'est plutôt hors temps de travail effectif, il y a ce maintien qui existe. Et c'est pour ça que même pendant la suspension, la Cour de cassation a dit que le sportif devait suivre le régime, si j'ose dire, pour maintenir son potentiel physique. Xavier, vous souhaitez Alors, dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué par David sur cette obligation, je pense qu'il faut également entreprendre et amorcer une réflexion sur les modalités de respect de cette obligation d'entretien du capital athlétique. Et quand on évoque les modalités, on peut voir que dans la décision de février 2019, la Cour de cassation évoque le non-respect d'un protocole de soins qui permet justement d'entretenir ce capital athlétique, protocole de soins établi par, nous dit-elle, le médecin traitant du club. Alors moi, je connais le médecin traitant d'un patient, mais le médecin traitant du club, je connais le médecin du travail également, mais le médecin traitant du club, c'est quand même quelque chose qui m'est particulièrement étranger. Ça interroge, c'est la source de beaucoup d'interrogations pour le travailliste, ça interroge sur l'indépendance de ce médecin traitant du club, et on sait que on a beaucoup de travaux de sociologues du travail qui montrent que cette indépendance, elle est largement soumise à discussion. Ça pose la question du secret également sur l'état de santé de ce sportif salarié patient. Et puis, ça pose la question de l'articulation entre ce médecin du club et puis le médecin qui, légalement, pour nous travaillistes, est en charge de veiller à la surveillance médicale du sportif. C'est le médecin du travail qui est complètement aux abonnés absents sur ces questions-là. Donc, il y a, je pense, ça pourrait faire l'objet de futurs dossiers, mais il y a réellement, je pense, une réflexion à entreprendre sur les modalités de respect de cette obligation d'entretien du capital athlétique. Et Xavier, bah, tu le sais comme moi, il y a des commissions au sein des fédérations, il y a des commissions médicales. Et ces commissions médicales, parfois, vous disent qu'on a le pouvoir d'accorder l'aptitude à pratiquer le sport dans le cadre d'un contrat de travail.
Ce qui est aussi intéressant par rapport au monopole du médecin du travail dans la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude. Mais pour moi, tout ce que vous décrivez là, c'est un monde à part, en fait. J'ai l'impression qu'il y a le droit français et puis il y a quelque chose à côté. Oui, Grégory. Oui, c'est ce qui revient encore, et on revient toujours au même débat, mais en fait, cette question de l'aptitude, de l'inaptitude, en fait, c'est parce que je pense que les médecins du travail ne se sont pas saisis de ces questions-là, et que ce sont les médecins du club qui se sont saisis de ces questions, et donc ce sont les commissions fédérales, voilà, c'est le mouvement sportif qui a décidé de prendre de mettre en place une procédure d'aptitude, et en fait, on se rend compte que ils font une visite médicale au moment de la conclusion du contrat de travail. Et que si le sportif est inapte, eh ben, il n'y aura pas de contrat de travail. Il y a plusieurs sportifs, là, pour un cas récent, il y a quelques années, c'était Lilian Thuram qui, dans son dernier contrat de travail, devait conclure un contrat avec le PSG. On se rend compte qu'il a un problème cardiaque au moment de la conclusion. Et donc, fin de carrière, et pas d'application du contrat de travail. Et après aussi, on peut aussi se poser des questions sur l'aptitude et l'inaptitude. Ça me fait penser à une autre affaire qui a été jugée par la Cour de cassation il n'y a pas très longtemps, qui était concernée un joueur qui s'appelait Yoann Pelé contre le Toulouse Football Club, où il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Mais depuis quelques années après, il était de nouveau apte, il avait de nouveau pu devenir joueur professionnel. Alors que le médecin du travail à l'époque avait dit qu'il était inapte totalement à la pratique du football, que le Toulouse Football Club avait été obligé de rompre le contrat de travail obligé dans le cadre du droit du travail, mais on se rend compte quand même que 2 ans après, il est de nouveau apte. Et il exerce tout à fait sa profession de sportif professionnel comme un autre sportif. Donc alors on se pose des questions de pourquoi, comment ça a été décidé, et est-ce que, voilà, alors ça montre aussi que la médecine du travail n'est pas au fait, à mon avis, pas tous les médecins du travail sont au fait de ces questions de l'aptitude ou de l'inaptitude des sportifs, et que donc on transfère un peu le bébé au mouvement sportif. Mais on transfère le bébé, pourquoi aussi? C'est que la médecine du travail est quand même dite généraliste. Or, je compare, voilà, le sportif, c'est une horlogerie. Quand vous voyez le travail sur les muscles, le travail sur le D'accord, David. cardiovasculaire, Et en même temps, on pourrait dire ça aussi pour plein de secteurs d'activité. c'est vrai, pour le bâtiment, par exemple. Exactement. Je veux dire, il y a des secteurs d'activité avec des particularités qui sont telles que ça a forcément un impact sur l'appréciation de l'aptitude ou de l'inaptitude. Et en fait, je redis ça, mais c'est la énième fois que je le dis. C'est-à-dire que je trouve que au nom des particularités, on justifie un régime spécial du droit du travail pour quand même beaucoup, beaucoup de thèmes. Et moi, je m'interroge quand même parfois sur. Alors, c'est pas tellement sur les justifications, parce que en vous écoutant, elles existent, ces justifications, mais ces justifications, ces exceptions au regard de la cohérence de l'ensemble du droit du travail. Et moi, je me dis souvent, en regardant le droit du travail sportif, je me dis souvent, mais finalement, pourquoi on les admet ici, on ne les admet pas ailleurs? Bon, mais alors oui, peut-être je vous laisse intervenir 1 minute, même pas. Ouais, c'est une toute petite observation. Souvent, on peut faire des parallèles entre le monde sportif et le transport maritime, qui a un code du travail spécifique avec des règles très spécifiques. Et on voit aussi qu'il y a, voilà, il y a un mode d'organisation du travail, et notamment du temps de travail, qui est admis dans le transport maritime. Et souvent, on fait des parallèles avec le sport. Mais alors, je suis entièrement d'accord, sauf que là, à mon avis, on va rencontrer les limites de l'exception sportive quand même. Parce que quand le bateau est en pleine mer, je peux comprendre qu'en termes de durée du travail, il faut aménager. Non, mais je vous dis sur les réflexions qu'il y a, souvent le mouvement sportif et les auteurs qui ont écrit mettent en avant aussi les modes, les dérogations qui sont accordées à d'autres professions, et mettent en avant souvent le travail maritime. Sans vouloir dire que c'est les mêmes. Hein. Non, mais Mais l'une des réflexions qui est menée, c'est justement de se dire, est-ce que le sportif est un salarié en réalité? Et c'est tout le mouvement qui rejoint un petit peu la thèse de Jacques Barthélemy, et cette forme de parasubordination et d'un régime qui serait en fait une forme d'hybride, hein, qui ne serait pas du travail, de la prestation de travail, plus que du lien d'une personne attachée à une autre par un lien de subordination.
Alors Ce qui, à justement, mon avis, est c'est- inexact, parce que quand on a des stars comme Neymar, je pense qu'il y a pas, le lien de subordination est très diffus, mais ça ne reflète pas l'intégralité je du monde pense aussi. sportif, hein. Je pense que c'est un peu le travers qu'on a, le travers quand on regarde le droit du travail sportif ou quand on regarde le contrat de travail, c'est-à-dire qu'on a tendance à raisonner à partir des stars, mais en réalité, à côté des stars qui représentent un nombre infime en nombre de personnes, hein, je ne parle pas en rémunération, en nombre de personnes, un nombre infime de personnes par rapport au secteur lui-même. Et c'est ça toute la difficulté de réussir à raisonner sur l'ensemble. Alors justement, puisque on parle du contrat de travail du sportif, on va terminer avec vous, Jean-Philippe Trécoix, pour évoquer la question du contrat à durée déterminée. Et je crois que vous vous êtes attaché à tenter de distinguer ou d'identifier un certain nombre de clauses qui figurent dans le contrat de travail à durée déterminée du sportif. Et je vous laisse nous exposer le fruit de votre réflexion. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est vraiment dans le prolongement euh, de la contribution de David Giacotto, hein. Il y a beaucoup de liens, je pense, à faire, parce que finalement, la conservation du capital, ça passe par un certain nombre de stipulations, mais la conservation du joueur également nécessite un certain nombre de stipulations. Et donc, on va essayer de jouer au maximum sur les clauses relatives à la rupture. Alors, je vous passe tous les détails, hein, sur toutes les clauses qui peuvent affecter le CDD déjà très spécifique, hein, qui intéresse le joueur professionnel. On pourrait donner énormément d'exemples, hein, les primes d'éthique. J'avais relevé, on avait discuté dans un autre podcast avec des collègues, la clause boîte de nuit de Ronaldinho, qui est une clause très personnalisée. On a les clauses qui sont relatives aux restrictions d'utilisation des réseaux sociaux et pour en venir, tout un ensemble de clauses très classiques, hein, clauses pénales, des clauses plus proches, hein, du CDD spécifique, notamment les clauses de renouvellement automatique, bon, etc. Donc on a cette culture de la stipulation, hein, dans le contrat de travail du joueur professionnel, et c'est très prégnant, hein, s'agissant de la rupture du contrat de travail. Et on a une gamme finalement assez variée. On a une certaine sophistication de ces clauses, hein, pour ce qui concerne le CDD. On peut mettre, il me semble qu'on peut mettre en avant deux grandes catégories de clauses, les clauses dites résolutoires, j'y bien dites, et les clauses dites libératoires. Les clauses résolutoires, j'avais relevé que pouvait éventuellement considérer que c'était une appellation qui n'était pas satisfaisante. Pas satisfaisante par rapport justement à la gamme de clauses qui peut exister, et par rapport aussi aux évolutions qui ressortent du Code du sport avec la réforme qui date de 2015. Pas satisfaisante par rapport à la gamme de clauses, tout simplement parce que, dans une certaine mesure, qui dit résolution du contrat dit sanction. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans le code civil. Donc de ce point de vue-là, je pense ne pas me tromper. Or, il peut apparaître que la finalité, que la rupture du contrat, excusez-moi, s'explique par d'autres finalités que la simple sanction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une mésentente, il peut y avoir des problèmes financiers, bref, ça peut se comprendre autrement que par l'inexécution, j'allais dire, le manquement des obligations de l'un ou l'autre des co-contractants. Pour autant, on est sur une jurisprudence qui est des solutions, excusez-moi, qui sont très classiques. Nullité, voilà, ça, il n'y a pas à chercher. Et dans une certaine mesure, cette nullité, elle est transcrite, hein, dans le code du sport. Ce qui me gêne, moi, c'est surtout alors je suis peut-être trop attaché au terme, hein, mais dans le code du sport, on a la formule clause de rupture unilatérale pure et simple, et pas clause résolutoire. Donc, à mon sens, ça peut ouvrir à beaucoup d'interprétations d'ailleurs qui, il me semble, sont réutilisées par les partenaires sociaux, notamment si on lit attentivement
si on lit attentivement la convention collective du rugby. Mais bon, ça c'est la première catégorie de clauses. Pour ce qui concerne la deuxième catégorie de clauses, les clauses libératoires, donc là, on est aussi sur une clause de rupture. Hein. Le but, c'est de rompre le contrat, mais la finalité de la clause libératoire, c'est surtout d'indemniser la rupture, ou plutôt d'indemniser la partie qui aurait à souffrir de la rupture. Donc, de ce point de vue-là, on est sur une clause de rupture plus. Et ça a été indiqué, hein, cette clause libératoire, elle est valable. Ce qui est gênant, et Xavier a attiré mon attention là-dessus, on a véritablement tout un panel de solutions qui sont complètement différents selon le point de vue qu'on peut adopter, international, interne. Alors sur l'interne, on a peut-être cette opposition dont on parlait tout à l'heure entre le sportif et le travail, j'allais dire, qui fait que du côté des règlements fédéraux, on va faire une interdiction pure et simple. C'est le cas pour le foot. Et à l'inverse, du côté de la convention collective, on va se ménager une certaine marge de manœuvre et on va l'accepter, ces clauses libératoires, à partir du moment où ça ne porte pas atteinte aux droits des salariés. Même chose pour ce qui concerne l'aspect international. On peut poser beaucoup de questions sur la validité et sur la comparaison aussi. Et là aussi, Xavier a attiré mon attention là-dessus, sur la comparaison avec d'autres systèmes juridiques, des systèmes étrangers, qui permettent d'y avoir recours. C'est le cas, il me semble, pour l'Espagne, de façon facultative, mais aussi de façon obligatoire. Et c'est le cas pour le système juridique brésilien. Donc voilà, il y a tout un ensemble de critiques sur la chose. Et moi, la critique principale que je souhaitais mettre en avant, c'était l'absence d'unité. Voilà. L'absence d'unité, vous dites. D'accord, ouais. Merci Jean-Philippe. Là aussi, une toute petite question, parce que par rapport aux clauses résolutoires, quelle est la réception de ces clauses par le juge? Parce que évidemment, si on fait encore un parallèle, et je m'en excuse, mais si on fait encore un parallèle avec le droit du travail entre guillemets traditionnel, on sait bien que le juge considère qu'il n'est jamais lié par ce type de clause et que ça ne lui interdira jamais. Alors, de rechercher la cause réelle et sérieuse si on est sur du contrat de travail à durée indéterminée, mais si on est sur la rupture anticipée d'un contrat à durée indéterminée, d'aller rechercher la faute. Et est-ce que le juge l'admet facilement, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment que le juge conserve un vrai droit de regard par rapport à la cause de rupture anticipée? Alors, pour ma part, la jurisprudence est parfaitement établie. Les clauses résolutoires, les vraies clauses résolutoires qui donnent le droit de rompre le CDD de façon unilatérale, c'est nul et de nul effet. Jurisprudence. Et dans une certaine mesure, comme je le disais, le code du sport peut le traduire. Cela étant, il y a quelques éléments d'ouverture en jurisprudence qui apparaissent, notamment par l'application du principe de faveur. Et ça concerne à la fois les stipulations dans le contrat de travail, mais aussi des dispositions qui peuvent ressortir de certaines conventions collectives. Notamment, si je ne me trompe pas, dans la convention collective du rugby, il me semble. Oui, Grégory, peut-être vous vouliez intervenir. Dans le prolongement de ce que vient de décrire Jean-Philippe Tricois, mais on revient encore à nos problématiques là, c'est que on a la loi qui est arrivée quelques années après la loi de 2015, qui a constaté l'existence de clauses résolutoires, de clauses libératoires. Et en fait, qu'est-ce qu'a décidé la loi? Elle a dit toute clause de rupture anticipée du contrat pure et simple, si je ne me trompe pas, est nulle. Voilà, elle s'est limitée à ça. Sauf que elle a rajouté cette petite précision. Et après, elle a laissé aux partenaires sociaux la possibilité d'en laisser des clauses qui étaient un peu justifiées. Et donc, c'est pour ça que le rugby et le basket prévoient, il me semble, des clauses résolutoires, c'est-à-dire qu'elle permet à un joueur de se libérer de son contrat s'il y a une descente en deuxième division, s'il y a pas une qualification en compétition européenne, mais c'est toujours à l'initiative du joueur, ce ne sera jamais à l'initiative du club. Donc ça, elle les permet. Et les clauses, par contre, libératoires, si je ne me trompe pas, ça, il y a un
un peu une omerta. En tout cas, il n'y a pas vraiment de cadre très strict défini, quoi. Parce que souvent, le libératoire est lié au versement d'une somme d'argent, ce qui est admis en Espagne, au Brésil, ce qui est beaucoup moins admis en France. Mais ça revient parce que je pense que en France, voilà, on se rapproche encore on essaie de se rapprocher encore du droit du travail, donc on aurait du mal à l'admettre pour d'autres types de salariés. Bien, bah écoutez, peut-être je vais donner le mot de la fin à celui qui a bien voulu coordonner ce dossier. Xavier, peut-être si vous souhaitiez intervenir. C'est pas un rapport de synthèse, rassurez-vous, hein. Non, je crois que à écouter les réflexions d'Arnaud suite aux interventions de chacun sur finalement quel est ce rapport entre droit commun du travail et contrat du sportif, à chercher à faire ce parallèle entre le droit du travail traditionnel et le droit sportif, c'est précisément l'angle d'attaque qui était le nôtre dans ce dossier au bulletin Joli Travail. C'était les réflexions qui étaient les nôtres et notre démarche de savoir finalement dans quelle mesure ce raisonnement que l'on observe en matière sportive est transposable au droit commun du travail, dans quelle mesure il peut y avoir un dialogue des champs disciplinaires entre le droit du travail et le droit du sport, et finalement, lorsque le droit du travail est poussé à ses confins, comment se comporte-t-il face à ces situations singulières, particulières? Est-ce que ça doit amener à un recentrage sur le droit commun du travail? Est-ce que ça doit amener à l'émergence d'un droit spécial, un droit spécial de nature étatique, fédérale, négocié via des conventions collectives? C'est toutes ces réflexions qui nous ont animés dans la constitution de ce dossier et que vous avez pu entendre à travers nos débats lors de ce podcast. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion. Et effectivement, je vous remercie de renvoyer au dossier du bulletin Joli Travail. Il y a sans doute encore plein de questions, mais j'ai bien pris note que vous aviez pris date justement pour un prochain dossier sur le droit du travail du sport. Il y a peut-être un sujet à aborder qui est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la parité. Et on est quand même à un échantillon tout à fait significatif, sans doute, de la place des femmes dans ce secteur d'activité. En tout cas, un très très grand merci Xavier Omran, Grégory Singer, David Jacotot et Jean-Philippe Tripois. Un grand merci d'avoir accepté de participer et de m'avoir fait découvrir plein de choses sur le droit du sport. En vous écoutant, je me demande si c'est le droit du travail, enfin si c'est le droit du sport qui est à l'épreuve du droit du travail ou si c'est pas le droit du travail qui devrait être à l'épreuve du droit du sport. Merci beaucoup, merci à vous.